Jour après jour, Benjamin apprend ainsi à communiquer avec le monde entendant grâce à son simple appareil. Qu'il soit de parents entendants ou pas, qu'ils soient appareillés ou implantés, ces enfants apprennent chaque jour un peu plus à écouter, avec leurs oreilles, mais aussi avec un regard peut-être rendu plus attentif par la vie. Et chaque jour, par signe ou par mot, ils apprennent à reprendre la parole donnée à ces enfants venus du monde du silence. Est-ce que, Emmanuel, vous voulez réagir à ce que vous avez entendu par rapport à ce que sont vous, votre ressenti, vos convictions? Pour moi, le plus important, c'est qu'un enfant sourd a besoin d'abord, avant tout, de communiquer. C'est vrai que souvent, pour un petit enfant sourd qui voit des adultes entendants qui parlent, donc c'est-à-dire en fait qui bougent leurs lèvres, il voit bien qu'il ne peut pas entendre, il voit bien que la communication ça passe pas, il voit bien qu'il a une gêne dans cette communication-là. Donc il faut immédiatement retirer cette gêne, retirer ce blocage, et évidemment ça peut être que la langue des signes. Parce qu'un petit garçon sourd pourra regarder la langue des signes, contrôler sa langue des signes, maîtriser son environnement, et automatiquement un enfant est toujours curieux et va avoir envie d'apprendre la langue des autres, la langue des entendants, de voir comment les gens s'expriment avec leur voix, parce que lui ne le fait pas, parce qu'il a du mal à contrôler sa voix, même avec un appareil. Donc effectivement, il y a une curiosité qui se développe chez l'enfant. Je crois que la base, c'est d'abord la langue des signes. Et souvent, on part à l'envers. C'est-à-dire qu'on apprend d'abord aux enfants à parler, on les force à parler, on leur fait découvrir le monde des entendants, on dit la langue des signes, ça sera bien après, bien après, bien après. Les gens pensent en fait que si on a la langue des signes, ça va empêcher l'expression orale. Et bien, c'est exactement le contraire. Parce qu'un enfant curieux, qui aura sa propre langue, aura envie de découvrir la langue de l'autre. Effectivement, il y a des enfants sourds qui peuvent apprendre à parler, c'est vrai qu'il y en a d'autres beaucoup moins. C'est vrai qu'effectivement en classe, le but du jeune d'une école, c'est pas d'apprendre à parler, c'est d'apprendre à lire, c'est d'apprendre à écrire, c'est d'apprendre à compter, c'est d'apprendre l'histoire, géographie, les sciences, etc. C'est pas d'apprendre à parler. Apprendre à parler, ça se fait en orthophonie à la rigueur. Moi, pour moi, j'essaie que ça soit clair. C'est pas du tout clair en France, ça, parce qu'effectivement, moi, j'essaie de me battre depuis des années. Des écoles oralistes qui supportent le langage oral, etc. Il y en a énormément en France, elles sont soutenues par l'État, etc. Les écoles en langue des signes, il y en a très très peu. Enseignement en langue des signes. Que ce soit des professeurs entendants ou sourds, ça m'est égal, mais je veux un enseignement en langue des signes. Il y a 3 écoles en France. C'est 3 écoles, c'est quand même très peu, non? Oui, vous voulez un enseignement bilingue, c'est-à-dire où il y a la langue des signes et en même temps la langue écrite et la langue parlée. Le bilinguisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire enseigner tout avec quelqu'un qui connaît la langue des signes. L'enseignement se passe en langue des signes, que ce soit le français, tout se passe en langue des signes. Apprendre à parler, c'est chaque enfant qui peut aller en orthophonie, à l'extérieur, en cabinet orthophonique, en rééducation. Les enfants sourds ont des niveaux d'oral qui sont très divers. Il faut séparer la pédagogie de la rééducation. Voilà. Et ce qui est quand même incroyable, c'est que pendant des siècles, la langue des signes a été bannie et interdite en France, et il y a très peu de temps qu'elle est un tout petit peu reconnue, hein, ce qui semble surprenant, et admise dans l'éducation nationale depuis 91, c'est tout, hein, je crois. Oui, en fait, depuis 91, c'est une loi qui est très bien, qui est très jolie sur le papier. Mais concrètement, rien. Concrètement, elle n'est absolument pas soutenue par l'État, donc pas grand-chose. Alors, autre lieu que vous aimez, mais cette fois, ça nous ramène à Paris, parce que vous êtes une urbaine aussi, hein, je crois. Vous aimez bien la ville. Et donc, on part dans le 13e arrondissement de Paris. C'est la butte, c'est l'autre butte de Paris, la butte aux Cailles, qui est cernée alors par les tours du secteur Italie et de la Glacière. Et il occupe une vraie place à part à Paris. D'abord parce que c'est sans doute un des quartiers les moins connus de la capitale. Et puis, il renaît depuis quelques années. Ça redevient un vrai quartier culturel. C'est plus le repère de malfrats qu'il était depuis bien longtemps. Alors évidemment, il est loin l'époque où Jean-Jacques Rousseau herborisait le long de la Bièvre. Il est loin aussi le temps où Benjamin Franklin venait assister à l'atterrissage de la montgolfière de Pilâtre de Rosiers. Et puis c'est un quartier qui, au fil du temps, n'a pas subi énormément d'attentats architecturaux comme Paris a pu en subir. On peut encore réaliser une belle promenade architecturale à travers les styles art déco, à travers les architectures sociales, la cité jardin, la cité florale, qui est un bijou méconnu construit en 28. Et puis il y a un passage, moi, que j'aime beaucoup là-bas, qui me tient beaucoup à cœur, parce que le guide qui m'est cher à ses bureaux là-bas, c'est le passage Boiton, dont on vient de voir la jolie plaque de rue. Alors c'est un quartier que vous aimez beaucoup, Emmanuel, avec un inconvénient, c'est que pour faire de la plongée sous-marine, la butte aux Cailles, c'est quand même compliqué. Encore qu'il y a la piscine de la butte aux Cailles, qui est très jolie. Bon, je sais que c'est un de vos plaisirs, de vos plus grands plaisirs.
je veux dire, où est-ce que vous avez trouvé des fonds sous-marins les plus extraordinaires? En France ou ailleurs? C'est vrai que moi j'ai fait de la plongée d'abord en Vendée, à Noirmoutier, où j'allais avant assez régulièrement. Ce coin, c'est assez sombre. C'est vrai que l'eau est assez sombre. Moi, j'ai voyagé beaucoup en Nouvelle-Calédonie, à l'île de la Réunion, en Guadeloupe, etc. Et évidemment, la plongée est évidemment très différente. L'eau est transparente. On voit des milliers de poissons avec des milliers de couleurs différentes. Mais c'est différent. J'aime aussi plonger en France. Ce que je trouve intéressant quand on plonge en France, c'est qu'on voit des épaves de bateaux. C'est sombre. C'est sombre, mais on peut découvrir des choses avec une torche. Enfin, c'est un autre univers pour moi. Alors, écoutez, on va vous emmener au paradis des Mérous, et c'est en France, c'est tout près de Marseille, c'est dans les Calanques, et c'est à Carry-Lowey. Sur le haut de ces roches, depuis 4-5 ans, on a des mérous qui se sont installés. Alors, au début, on a commencé à en voir 3-4. Et puis maintenant, on voit régulièrement entre 10 et 14 mérous qui évoluent sur le plateau. Et en plus, des mérous qu'on n'a pas apprivoisés, à qui on n'a pas donné à manger, qu'on arrive à approcher relativement près. Voilà un petit peu la plongée. Et sinon, c'est une plongée où il y a beaucoup de gorgones, beaucoup de chapons. De temps en temps, on voit des baudroies. C'est une plongée où on voit souvent l'été des poissons-lunes. C'est une des jolies plongées de la Côte Bleue, des plus jolies plongées de la Côte Bleue. Cette plongée, Christian Coudre ne la connaît pas. À 40 ans, cet autodidacte passionné de biologie marine plonge généralement seul. Mais cette fois, la perspective de rencontrer une quinzaine de mérous l'a décidé à suivre Bruno. Bruno n'y emmène que des plongeurs expérimentés et des gens qu'il connaît. Pas question de transformer le four à chaud en Mérouville, comme encore sur il l'avait dit. Espèces protégées, les mérous ont droit à leur tranquillité. Voilà, et si vous voulez caresser la baudroie, j'ai vu qu'elle fait peur cette baudroie. Ben, vous savez maintenant où elle est. Je pensais, effectivement, moi j'ai rencontré une fois un poisson-pierre et on m'avait dit il ne faut jamais toucher un poisson-pierre parce qu'effectivement c'est un poisson qui est complètement dissimulé dans les rochers et effectivement il peut, je crois, jeter ou expulser du poisson. Du poison. Moi j'avais vu effectivement un requin, parce que c'est vrai que moi j'avais vu évidemment dans la mer, enfin j'étais effrayée par les requins, je sais qu'ils mangent tout, etc., qu'ils vous mangent la cuisse, le bras, etc. Et quand la première fois que j'ai vu un requin, on m'a dit ça ne mord absolument pas, c'est absolument c'est charmant, c'est gentil comme tout. Et c'est vrai qu'inconsciemment, j'étais quand même pas extrêmement rassurée. Et je respirais comme une folle et ma bouteille se vidait. J'étais extrêmement loin du requin, mais j'ai quand même vidé ma bouteille d'oxygène très vite. Bon. Voilà. Alors, quand vous ne plongez pas dans la mer, vous aimez vous plonger dans les livres, parce que vous êtes une dévoreuse de livres. Le dernier livre, votre livre de chevet en ce moment, c'est quoi?
Alors en ce moment, enfin le dernier livre, c'est assez dur. Donc c'est Yolande Nukagan. En fait, c'est une femme qui a travaillé qui est originaire de Rwanda et qu'en fait qui raconte la période de sa vie, quoi. Et je l'ai rencontrée. J'ai eu l'occasion de la rencontrer il n'y a pas longtemps, quoi. Alors, puisque vous aimez les livres, et Jean-Sébastien va vous faire un cadeau, mais ça rejoint les livres et votre passion aussi pour le cinéma, et quelques souvenirs. Cinéma, et pour un personnage que je crois que vous aimez bien et que beaucoup aiment, c'est Charlie Chaplin. Il y a un très joli livre qui vient de sortir, qui s'appelle Les Amants des temps modernes, qui est de Claudine Monteil aux éditions 1. C'est un livre où on découvre un Charlie Chaplin qui n'a pas oublié ses origines, les bas-fonds de Londres, qui a tenu des propos dans ses films qui ont dérangé le gouvernement américain, puisqu'il a été considéré comme communiste à une époque, notamment à l'époque de la sortie du dictateur. Ses propos ont été jugés dangereux par Hoover, qui était le directeur du FBI. Du coup, il est tombé en disgrâce, mais il a rencontré l'amour avec Oona O'Neill, qui est devenue Oona Chaplin. Ils ont 8 enfants. C'est toute cette histoire, cette grande histoire d'amour, et c'est une page d'histoire des États-Unis qui est contenue dans ce livre, et ça vous fera quelques heures de bonheur. Ça, c'est vos premiers souvenirs de cinéma, hein, qui ont bercé votre enfance. Chaplin et Gros Minet, hein, c'était ça? Tarzan aussi. J'aimais bien Tarzan aussi quand j'étais môme. Bon, on va parler maintenant de théâtre, Emmanuel, et des monologues du vagin. Alors c'est une pièce qui se joue au Palais des Glaces, qui se joue depuis un certain temps en France, avec des interruptions et des reprises permanentes, c'est-à-dire qu'elle a un grand succès, comme elle a connu un grand succès aux États-Unis ou en Angleterre. Et actuellement, donc c'est au Palais des Glaces, c'est 12 actrices en alternance, et vous, pour l'instant, vous jouez le vendredi à 18h. Justement, un spectacle pour les sourds, en l'occurrence. Oui, effectivement, pour un public qui connaît la langue des signes, disons. Qui connaît la langue des signes, oui. Non, la preuve, c'est que Laure, elle y va et elle comprend tout, mais moi, pas encore. Hein. Alors, je veux dire, quand on vous a proposé cette pièce, qu'est-ce qui fait que vous avez accepté? Alors, il faut dire que c'est une série de témoignages de femmes qui parlent de leur vécu, de ce qu'ils ont pu vivre au plus profond d'eux-mêmes. En fait, au départ, ce qui s'est passé, c'est que moi, je connais Rémi Renoux, qui est le producteur de la pièce, que je connais depuis très longtemps, depuis Les Enfants du Silence. Et puis, en fait, il m'avait proposé de jouer pour une soirée exceptionnelle pour le droit des femmes, le droit de l'homme et le droit des femmes. Et en fait, donc, il y avait une quinzaine de comédiennes qui étaient bénévoles et volontaires ce soir-là pour jouer, et chacune disait un texte, disait un monologue. Et c'est en fait comme ça que j'ai découvert ces textes-là. J'ai trouvé ça tout à fait intéressant, tout à fait passionnant, justement, ce témoignage de ces femmes différentes par rapport à leur vécu, par rapport à leur intimité, par rapport à leur épanouissement, à leur découverte, à leur souffrance, à leur... qu'est-ce que c'est que d'être femme, qu'est-ce que c'est que d'avoir une identité de femme, qu'est-ce que c'est que le sexe féminin. C'est vrai que souvent on parle effectivement d'ouverture, etc., de choses comme ça. Et pour moi, c'était important, justement, que ce texte-là soit présenté au public sourd. Parce que bien sûr, c'est vrai, on dit, oui, chez les sourds, tout va bien, quoi. Non, chez les sourds, il y a eu aussi des abus sexuels, des viols, il y a des droits qui n'ont pas été respectés, les droits des femmes sourdes. Et c'est vrai que le premier soir où j'ai joué devant les sourds ont découvert des choses absolument extraordinaires. Ils m'ont dit, mais ça continue encore. En Afrique, il y a des problèmes d'excision encore. Ils ont découvert l'oppression de la femme qui continuait. Ils pensaient que c'était terminé, que tout allait bien pour le monde féminin. Et je pense que c'est important de témoigner, de connaître un petit peu ce qui se passe dans le monde et ce que c'est que le droit des femmes aussi. Donc pour moi, ça fait aussi partie d'un combat maintenant. Alors puisque vous parlez d'une soirée exceptionnelle qui avait été donnée, on va voir un extrait justement de cette soirée qui avait été donnée pour dénoncer la violence qui est faite aux femmes dans le monde entier. Il y avait en effet une dizaine de bénévoles, actrices, chanteuses aussi, qui étaient rassemblées sur la scène du théâtre. 15 comédiennes bénévoles pour faire sortir de l'ombre les violences faites aux femmes. Elles ont joué ce spectacle dur et cru, mais aussi tendre et drôle. Commençons justement par le mot vagin. Ou mieux, on dira le nom d'une infection. D'un instrument chirurgical. Infirmière, vite, passez-moi le vagin. Je le dis parce que c'est un mot indicible, un mot qui provoque l'angoisse et la gêne, le mépris et le dégoût. Là,
En bas? Bon, alors, je ne suis pas allé y voir depuis... 1953. Et qu'est-ce qu'une femme intelligente comme vous a besoin de faire parler une vieille dame de son truc, là? Oh, pas doucement. Moi, j'ai faim, je veux. Oh, mia, mia, mia. J'étais là quand son vagin s'est transformé d'humble orifice sexuel en passage plus vieux que la nuit des temps, en un vaisseau sacré, en un canal vénitien, en une source profonde avec un tout petit enfant blotti en son milieu et qui attendait qu'on lui donne la vie. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin. Des comédiennes et des chanteuses qui s'expriment, s'engagent au nom de toutes les femmes qui souffrent en silence. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson. Voilà, là c'est une représentation exceptionnelle, c'était au mois de mars dernier. Aujourd'hui, eh bien, parmi l'alternance des comédiennes, il y a vous bien sûr, Emmanuelle Laborie, mais on peut en citer quelques-unes comme Princesse Erika, Charlotte Valandré, Gabrielle Lazur et quelques autres comédiennes qui reprennent ce texte et ces entretiens. Est-ce qu'à un moment, je veux dire, est-ce qu'il y a des mots qui sont durs à faire passer? Est-ce qu'il y a des témoignages? Il y a des témoignages qui sont terribles, puis il y a des témoignages très heureux, parce que c'est aussi le bonheur d'être femme, et puis c'est aussi toute la violence faite aux femmes. Est-ce qu'il y a des textes qui sont difficiles à faire passer? Oui, tout à fait, oui, c'est vrai qu'il y a des moments pas faciles. C'est vrai qu'il y a des mots, effectivement, par rapport aux mots, peut y avoir un engagement. C'est vrai que la langue des signes, c'est quelque chose de visuel. Un vagin, ça se voit en langue des signes. Ça se voit clairement, c'est pas un mot chirurgical. Clitoris, on ne peut pas se tromper non plus. Il y a des choses qui sont c'est extrêmement cru, c'est extrêmement visuel, c'est-à-dire on montre vraiment les choses. Dire le mot vagin, le corps n'est pas forcément engagé. Effectivement, on peut engager son corps quand on dit vagin, mais pas forcément en langue des signes. Il y a un vrai engagement corporel. On peut raconter les choses avec sérieux, avec émotion, avec tristesse, selon les moments. Voilà, merci beaucoup Emmanuelle Laborie. Alors je rappelle que c'est au Palais des Glaces. Et puis sur le générique, en ce qui tend, je voudrais citer au moment où vous avez donné Les Enfants du Silence, dans l'Express parlant de vous sur scène, disait les choses suivantes. Et je trouve que quand on vous voit sur scène, c'est exactement ça. Ces gestes sont des mots qui sculptent l'espace. Son visage est une intonation. Ses yeux sont d'envoûtants ponctuation. Et son corps est une conversation. On est fasciné par son langage. Voilà, c'était Dominique Simonet qui parlait de vous en ces termes à propos justement des Enfants du Silence. Et on peut dire la même chose pour les monologues du vagin. On a été vraiment très heureux de vous recevoir, Emmanuelle. Et puis on vous souhaite une excellente journée, ainsi qu'à tous ceux qui nous ont regardés.